La directrice de Muséum Connexion, et je suis très heureuse de vous accueillir ce matin. Alors aujourd'hui, on va parler de nouvelles formes de médiation immersive. Et pour ça, on va avoir 4 intervenants. Nicolas Xubac du Mémorial de Verdun, Janaïne Golonka de l'Université Paul Sabatier de Toulouse, Maëlys Lyotard et Stéphanie Bonnet-Klein des musées de Strasbourg. Voilà, un très grand merci d'avoir accepté de venir témoigner avec nous ce matin. Quelques infos pratiques. On va passer entre 30 et 40 minutes avec nos intervenants. Et puis, la suite se passera dans des salles de discussion dans lesquelles vous pourrez poser toutes vos questions aux intervenants. Il y aura une salle par projet. Donc, une salle dédiée à Strasbourg et une salle dédiée à Verdun. Voilà, et promis, on vous libère à 10h30. Je laisse la parole à Antoine Roland qui va animer nos débats. Bon meet-up à tous. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir donc nos différents intervenants et intervenantes. Il était apparu au mois de juillet qu'il y avait une véritable appétence dans le cadre du dernier meet-up sur des retours d'expérience de différentes recherches qui ont été menées. Notamment, on avait parlé à cette occasion du Musée des Beaux-Arts de Caen avec un projet à bien-être plus cerveau, un projet autour des neurosciences et des visites de musées. Il nous semblait intéressant aujourd'hui de convier un ensemble de professionnels sur un sujet en fait qui nous est cher, les médiations immersives, et de voir dans quelle mesure ces médiations pouvaient être évaluées, faire l'objet de tout un ensemble de recherches, et comment on pouvait créer des liens très synergique finalement entre d'un côté des lieux muséaux et de l'autre tout un ensemble de recherches. Donc on va parler de deux projets principalement aujourd'hui. L'un porté par du côté des musées de Strasbourg par Stéphanie Bonnet-Klein et Maëlys Lyotard, qui avait pour objet en fait suite à la mise en place d'un dispositif, d'un parcours numérique qui s'appelait le numérique à l'œuvre, qui a été exploité de mai à novembre 2022, de réaliser tout un ensemble de recherches et une journée restitutive avec un ensemble de chercheurs et de chercheuses qui ont fait l'objet récemment d'une publication. Donc cette journée avait été réalisée en octobre 2022. Et par ailleurs, nous avons en fait le plaisir aussi d'accueillir Janaïne Golonka et Nicolas Xubac, côté du Mémorial de Verdun et de l'Université Paul Sabatier de Toulouse, qui viendront nous parler d'un projet qu'ils ont mis en place au sein du mémorial, et qui consiste en fait à pouvoir, grâce à la réalité virtuelle, voir les différentes évolutions du champ de bataille de Verdun, en pouvant suivre ces différentes évolutions-ci. Et donc ce dispositif a été mis en perspective par notamment un ensemble de recherches qui ont été menées par Janaïne dans le cadre de sa thèse et de ses recherches ultérieures sur les médiations mémorielles et les expériences immersives. Et donc, on va pouvoir entendre aussi ce retour d'expérience. Donc, peut-être juste pour présenter très rapidement les institutions pour lesquelles on va ouvrir ces retours d'expérience. Donc, tout d'abord, le musée de l'œuvre Notre-Dame est situé à Strasbourg. Il détient tout un ensemble de collections du XIIIe au XVIIe siècle, collections médiévales et Renaissance, avec tout un ensemble de statuaires gothiques de la cathédrale, des objets d'art, des dessins d'architecture. Donc un musée extrêmement riche, très très beau, et qui a fait l'objet donc de tout un ensemble de dispositifs numériques. Et je vous présenterai un petit peu plus tard le mémorial de Verdun. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de déjà adresser une première question à Maëlys et Stéphanie. Donc, pouvez-vous déjà nous présenter peut-être le parcours qui a été mis en place au musée de l'Œuvre Notre-Dame, quelle en a été la genèse, quels en sont les objectifs, les enjeux, avant de rentrer plus avant dans le projet que vous avez mené. Très bien. Donc, c'est vrai que peut-être juste un petit mot aussi sur la spécificité aussi du musée de l'Œuvre Notre-Dame, qui est entièrement en fait dévolu aux arts du Moyen-Âge et de la Renaissance, ce qui est finalement pas si courant, et qui explique aussi que dans les collections, comme vous l'avez déjà précisé, il y a un certain nombre d'éléments sculptés, d'ensembles ou de sculptures de la cathédrale, ou on va dire d'objets isolés sortis de leur contexte original.
Et donc, l'accompagnement pédagogique se situe déjà dans cette exigence de recontextualiser justement des œuvres de cette collection. Donc, ça, ça nous questionne déjà depuis plusieurs années. Et le retour, en fait, semblait être vraiment l'opportunité de faire ce travail de recontextualisation et donc de profiter en fait des dernières recherches, des nouveautés dans ce domaine du numérique. Alors, ça a pris plusieurs années, ça n'est pas arrivé de façon comme ça soudaine. Nous avons travaillé en fait avec la société Inventive Studio, donc Stéphane Potier, qui en est donc le responsable, mais qui est également architecte, qui depuis plusieurs années déjà, depuis 2015, travaille en fait à la modélisation de la cathédrale de Strasbourg. Donc pour nous, c'était effectivement l'aubaine d'avoir déjà un matériau scientifique sûr que l'on pouvait effectivement exploiter dans le développement de ces outils numériques. Alors, on parle d'un parcours dans le musée au sein des parcours, puisqu'il y a un ensemble en fait de 18 dispositifs numériques sur l'ensemble du parcours du musée. Quand il s'est ouvert, en tout cas en mai 2022, il comptait 18 dispositifs. Aujourd'hui, ça a évolué, ça n'est plus tout à fait le cas, mais ça, on en reparlera, je pense, un peu plus tard. Et donc, le choix des éléments, justement, accompagnés d'un dispositif, s'est fait avant tout par Cécile Dupeux, donc le personnel, on va dire, scientifique de la conservatrice donc, du musée. Et ensuite, le travail de Stéphane Potier a été de partir effectivement de l'œuvre à considérer, à valoriser, à recontextualiser pour développer en fait un outil numérique spécifique. Ce qui fait que sur l'ensemble du parcours, vous avez à la fois la réalité virtuelle, mais aussi la réalité augmentée, des hologrammes, des films 3D, du motion design ou des vidéos. Donc, une grande variété qui est là vraiment au service de l'œuvre. Alors, ce travail, effectivement, comme je vous le disais, il remonte déjà à plusieurs années, puisque déjà 2015, on l'avait sollicité pour réaliser en fait un film sur l'évolution du portail sud de la cathédrale, qui voit en fait l'introduction de l'art gothique. Donc, il nous avait déjà fait cette proposition. Et puis, une année plus tard, nous avions ouvert au sein du musée une petite salle numérique avec une proposition en fait de 3 casques immersifs qui permettaient en fait l'ascension de la flèche de la cathédrale. Et là, on a pu se rendre compte à ce moment-là du succès remporté par cette proposition. Donc forcément, l'envie d'aller plus avant et de développer effectivement ce parcours dans l'ensemble du musée. Donc vous avez quelques visuels qui présentent justement là quelques dispositifs, donc des tablettes qui permettent effectivement cette recontextualisation d'éléments disparates. Donc première image, vous avez des éléments d'un Saint-Sépulcre qui n'existent plus dans la cathédrale. Nous avons quelques éléments et ce principe de réalité virtuelle permet de le reconstituer dans son ensemble. Mais vous avez aussi des éléments qui peuvent être extrêmement discrets, très simples. Deuxième image, vous apercevez ces 2 grandes sculptures avec au sol, à côté d'une pastille verte, c'est simplement une petite projection qui permet de visualiser en fait en trait filaire la cathédrale, et on situe sur la cathédrale ces 2 œuvres. C'est un outil extrêmement précieux lors des visites justement de groupe ou pour les visiteurs individuels, et qui là visuellement occupe très très peu de place. Mais à l'inverse, vous voyez, troisième visuel, là en revanche vous avez un dispositif beaucoup plus lourd, un écran déjà de belle taille, un casque de réalité effectivement virtuelle qui permet là aussi de se projeter à l'intérieur de la tour de la cathédrale
afin de replacer les éléments sculptés qui sont dans la même salle. Donc là, voilà, on occupe vraiment une partie de l'espace et vous pouvez là aussi observer qu'à côté de ces dispositifs sont placés également des totems parce qu'il y a aussi de l'écrit. Donc la difficulté, effectivement, c'est de concilier ces différents éléments, l'écrit, l'écran, les casques ou les joysticks. Et donc, voilà, ça peut occuper effectivement pas mal de place dans l'espace du musée. Si je suis trop longue, vous me le dites, hein, parce que non, ça va. Donc déjà, ça permet voilà, effectivement de planter le décor, de voir la richesse en fait et la diversité des dispositifs que vous avez testés dans le cadre de cette période entre mai et novembre 2022, où finalement il y a eu une expérimentation de grande envergure à ciel ouvert, entre guillemets, plutôt dans le musée, qui a permis de tester tout un ensemble d'enjeux de médiation. Et tous ces dispositifs, a priori, ont fait l'objet d'une étude. Oui. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir dans quelle mesure ces différents dispositifs contribuent à la médiation et servent ou non les pratiques des visiteurs. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu du protocole de l'étude que vous avez menée et peut-être de partager quelques résultats? Oui, alors je vais reprendre la main. Donc, je suis une collègue de Stéphanie et pour ma part, je suis effectivement chargée au niveau du réseau des musées de Strasbourg, des études de public et de l'évaluation, entre autres. Et donc, effectivement, comme a pu déjà l'amorcer Stéphanie ainsi qu'Antoine, cette expérimentation, finalement, ne pouvait pas ne pas s'accompagner d'une évaluation. Puisqu'en effet, on était dans un contexte presque de laboratoire et une démarche qui était assez réflexive par rapport à ce test de dispositif. Et on a mis en place donc une étude qui est à la fois une étude quantitative et une étude qualitative auprès des publics, avec une méthodologie plurielle, puisque, si vous voulez, vous pouvez passer la diapo suivante qui donne déjà quelques résultats, mais qui permet aussi, comme ça, visuellement, d'avoir sous les yeux les différentes méthodes complémentaires qui ont été mises en place, puisqu'on est passé à la fois par des observations postées en salle qui se sont accompagnées d'entretiens semi-directifs avec les visiteurs, qui ont été également complétés par des parcours commentés, donc des suivis de parcours qui étaient narrés par les visiteurs eux-mêmes avec un enregistrement de leur verbatim. Et puis, en complément, une méthodologie quantitative, avec un questionnaire qui a été administré en face à face au sein du musée entre mai et novembre 2022. Ça s'est complété aussi par une analyse du livre d'or, des différents commentaires laissés plus spontanément par les visiteurs. Et puis, puisqu'il était question non seulement d'être sur la réception des dispositifs, l'impact sur l'expérience de visite, mais aussi sur la question de l'articulation médiation numérique, médiation humaine, on a aussi eu des suivis de médiation qui ont été effectués, là aussi avec des grilles d'observation et des entretiens avec les médiatrices, avec les publics à l'issue de ces visites, ainsi qu'avec les agents d'accueil. Donc vraiment une méthodologie plurielle. Et je souhaiterais mentionner Amélie Ouedraogo et Alice Paumel, qui sont les deux étudiantes qui ont travaillé avec moi sur cette étude et qui ont effectué en particulier tout le travail de terrain. Voilà, donc ça c'est pour vraiment la méthode. Et alors, pour les principaux résultats, Antoine, vous me dites, je peux donner 4-5 résultats clés sans les développer pour qu'on puisse aller ensuite les creuser par la suite. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça, c'est très bien. Je fais comme ça? Ok. Alors, effectivement, quelques résultats. Peut-être dire tout d'abord que ce qui est assez intéressant quand on mène une étude comme ça, c'est que on s'expose effectivement à ce qu'un certain nombre peut-être de présupposés ou d'intuitions initiales que l'on avait soient remises en cause. Je dirais que tout d'abord, ça nous a amené un certain recul critique par rapport à des promesses qu'on peut avoir. Là, je reprends le terme de la chercheuse Lise Renaud autour du numérique, puisqu'on s'est rendu compte que cette question de levier d'attractivité, de diversification, on pourra en reparler très concrètement avec des chiffres, mais on n'est pas forcément sur, disons, un moteur de visite pour des publics qui seraient moins familiers des musées. Voilà, ça, on est très honnête là-dessus, c'est ce que l'étude a montré.
En revanche, même si ce n'est pas la motivation de la visite, les dispositifs impactent de façon très positive l'expérience de visite. C'est vraiment considéré comme une plus-value expérientielle par les visiteurs. On a ces mots de dynamisation qui rend la visite plus dynamique, qui la modernise et qui la rend également mémorable. Cependant, et là aussi présupposé qui peut être remise en cause, on a une appréciation qui s'avère être assez décorrélée du profil socioculturel ou de l'âge des visiteurs. On se rend compte que ce n'est pas parce qu'on est jeune qu'on apprécie davantage le numérique ou inversement quand on est plus âgé, mais on est plutôt sur finalement ce qui joue, ça va être davantage le rapport qu'on a au numérique ainsi que les aspirations expérientielles. Finalement, qu'est-ce qu'on recherche en fait dans son expérience au musée? Et vous avez là une petite citation sur la slide qui est, je n'ai pas trouvé que cela apportait quelque chose à ma rencontre avec l'œuvre. Et ça, c'est une phrase qui a été dite par, pour le coup, une jeune femme. Et je finirai peut-être, parce que je pense qu'après, il faut laisser la place à Verdun, je finirai sur l'ambiguïté des dispositifs de réalité virtuelle qui sont à la fois les dispositifs vraiment les plus plébiscités, préférés par les publics, qui les marquent véritablement. On a les termes d'impressionnant, de sensationnel, l'effet waouh joue à plein. Mais finalement, on a une ambiguïté sur l'atteinte des objectifs de médiation à travers ces dispositifs, avec un effet qu'on a appelé l'effet éclipse de la part de ces dispositifs, qui peuvent potentiellement éclipser non seulement les autres dispositifs peut-être moins sensationnels d'une même salle, mais aussi parfois les œuvres, le reste de la salle lui-même, vous le voyez sur le plan d'observation qu'on pourra détailler lors du temps d'échange ensuite, et les objectifs de médiation qui peuvent être parfois manqués par la technologie qui prend le pas finalement sur l'objectif de médiation en lui-même, et ça appelle aussi à tout ce qui va être un accompagnement de ces dispositifs. Stéphanie parlait des panneaux qu'on a testés. Voilà, là aussi, si je spoil quelques résultats de l'étude, l'accompagnement humain s'avère être à la fois le plus pertinent et le plus adapté. Et donc, c'est aussi rassurant sur le fait que je pense que le numérique ne remplace pas l'humain. En tout cas, l'étude le montre. Le numérique l'appelle, bien au contraire. Et je m'arrêterai ici. En tout cas, des résultats passionnants qui confirment aussi que le numérique n'est pas forcément autoportant et autonome et nécessite une intégration globale dans un site, dans ses pratiques de médiation, dans les pratiques vis-à-vis des pratiques des publics, etc. Donc c'est tout à fait passionnant. Cette étude est consultable en fait et on pourra vous la remettre dans un article restitutif du Meetup. Donc vous pourrez en consulter les différents résultats et pouvoir aussi voir, parce que cette étude a été accompagnée aussi d'une journée dédiée aux chercheurs et aux chercheuses en octobre 2022. Donc tout ça en fait est très généreusement mis à disposition en fait par le musée de l'Œuvre Notre-Dame. Peut-être juste une question en fait d'ouverture. On reparlera de tous ces résultats en petits groupes dans quelques minutes. Mais en termes de perspective, donc, qu'est-ce qui a été maintenu? Qu'est-ce qui a été éventuellement écarté? Qu'est-ce que ça a apporté en fait en termes de perspective pour le musée? Alors, donc du coup, très rapidement, certains dispositifs ont été retirés du parcours parce qu'on les jugeait peut-être moins pertinents ou simplement aussi parce qu'il y avait des pannes trop régulières et que le problème de la maintenance quotidienne, c'est un gros sujet aussi dans justement ces questions du numérique. À l'inverse, certains vont être conçus pour enrichir à nouveau ce parcours. Ou, ce qui est intéressant aussi, je vous parlais de ce premier, le premier dispositif que j'ai cité, c'était justement les éléments du Saint-Sépulcre. Maintenant, on s'est rendu compte que c'était beaucoup trop complexe, qu'il y avait beaucoup trop de niveaux de lecture différents pour le visiteur. Donc celui-ci, on le transforme en simple vidéo, une petite vidéo. Donc ça a permis, grâce à l'étude et tous ces mois en fait d'exploitation, à faire évoluer le parcours. Mais pour les outils qui restent, donc on en a quand même là une douzaine. Ils font partie des collections permanentes. Donc, ils font partie maintenant du musée. Voilà. Donc, c'est encore. Le dispositif, c'est le Digit. Voilà. Oui. D'accord. Écoutez, en tout cas, un grand merci pour ce témoignage extrêmement
intéressant qui permet aussi de faire une belle transition par rapport au mémorial de Verdun. Donc, juste quelques mots. Alors là, je parle sous le contrôle de Nicolas Xubac qui est intarissable sur le sujet. Donc, le mémorial a été créé en fait sous l'égide de Maurice Genevoix et d'ensemble d'anciens combattants. Il a été rénové en 2016. Et il propose une immersion dans la bataille, et notamment plus spécifiquement, dans le cadre de ce mémorial, au dernier étage, il y a une vue sur le champ de bataille, et on peut participer à une expérience en réalité virtuelle qui permet en fait de voir l'évolution du paysage avant la bataille et après et pendant. Donc l'idée, c'est effectivement de venir compléter, enrichir en fait la visite par cette augmentation de l'expérience, par cette expérience de réalité virtuelle. Ce que je vous propose peut-être, c'est de revenir sur la genèse de ce projet-là et de voir comment Janaïne, ingénieure de recherche, en fait, a travaillé, notamment en partant des résultats aussi de sa thèse, sur la façon de pouvoir enrichir, améliorer cette expérience de réalité virtuelle à l'aune de différents autres projets qu'elle a pu analyser en fait de par le monde. Donc, Nicolas, peut-être un Exactement. petit mot déjà sur le dispositif. Oui, pour commencer, merci beaucoup. Je suis très heureux de participer à ce meet-up et de voir toutes les expériences qui sont portées dans le cadre du numérique, dans toutes les structures culturelles. Donc, c'est super très, très enrichissant. Donc voilà, très rapidement, en fait, donc le mémorial, comme tu l'as dit, Antoine, a été rénové en 2016. Et je ne sais pas si vous êtes déjà venu sur le champ de bataille de Verdun, mais à l'heure actuelle, c'est une grande forêt. C'est un champ de bataille qui a été sanctuarisé par la volonté des anciens combattants. Et en fait, il y a un décalage entre les images que l'on peut voir, les témoignages que l'on peut écouter pendant la visite du mémorial et finalement cette forêt. Le terrain était complètement dévasté, c'était lunaire du fait des bombardements. Et on a eu l'idée à l'époque, avec mon collègue de l'époque, Jérôme Dumont, qui est devenu président du département par la suite, et puis Jonathan Sanagi, notre responsable technique, on s'est dit ce serait quand même intéressant d'avoir en fait un dispositif qui permette, une fois qu'on a quitté le mémorial de Verdun, de se rendre compte de l'évolution du paysage qui nous entoure. Puisqu'en fait, tout autour de nous, il y a cette forêt, et l'idée, c'est de donner une lecture de ce paysage-là. Alors, on a profité du dernier étage donc du mémorial. Vous pouvez passer à la diapositive suivante, pas de souci. Voilà, on a fait donc un appel d'offres pour créer ce dispositif Alors, on ne savait pas au départ si on voulait faire un dispositif plutôt de réalité augmentée ou de réalité virtuelle, mais il s'est avéré qu'on a opté vraiment pour la réalité virtuelle afin d'avoir un regard sur 360 degrés qui nous immerge totalement dans l'environnement du paysage, de la guerre, enfin, de ce paysage qui est autour de nous. Et comme tu l'as dit, Antoine, on peut passer à la diapositive suivante. On a donc utilisé notre dernier étage qui était un peu vide en fait dans le projet initial, et ce projet de réalité virtuelle s'appuie sur des bornes, vous avez pu voir sur la diapositive précédente, et ici 5 bornes qui permettent donc aux visiteurs donc d'ajuster un casque de réalité virtuelle, et en même temps dans chacune des bornes, tu peux passer à la diapositive suivante, sur chacune des bornes, vous avez un écran et qui permet donc un partage. C'est-à-dire que la personne qui utilise le casque de réalité virtuelle est libre en fait de découvrir ce paysage sur 360 degrés. Et c'est un partage avec les autres visiteurs aux alentours dans la mesure où les gens peuvent voir sur l'écran ce que découvre au fur et à mesure le visiteur. Alors, l'idée, c'était comment représenter ce champ de bataille tout en n'étant pas dans l'horreur, parce qu'on pourrait représenter à hauteur de terrain ce qu'on ne voulait absolument pas faire, parce qu'on ne voulait pas reconstituer la violence des combats sur le sol. Évidemment, ça aurait été vraiment quelque chose qui aurait été néfaste. Ce que nous avons privilégié, c'est évidemment le paysage, on le voit par une vue aérienne, c'est en prenant de l'altitude qu'on peut embrasser du regard l'ensemble du paysage. Et donc, notre idée, c'était de faire monter les visiteurs dans un ballon d'observation, juste à l'endroit où nous nous trouvons, mais hissé à 550 mètres d'altitude, pour pouvoir découvrir ce paysage à 3 époques différentes. Voilà, l'idée, vous voyez sur cette diapositive le cercle, en fait, le périmètre que nous avons souhaité modéliser avec la société Studio 3WG. L'idée, c'était de découvrir ce panorama à 3 époques différentes. Donc, comme indiqué, le 5 août 1914, donc vous voyez, on voit sur les différentes diapositives, différentes illustrations, différentes photos, que le visiteur est en position dans cette nacelle. On est à 550 mètres d'altitude de chaque fois pour découvrir ce paysage avant la bataille de Verdun, juste après l'entrée en guerre, pour se rendre compte tout de suite, marquer la différence entre ces paysages rural d'époque qui étaient cultivés, et puis la forêt massive qu'elle est devenue. Donc,
On découvre ce paysage-là le 5 août 1914 avec un petit jeu d'interaction où vous avez en voix off un sous-officier qui vous dit « Mais qu'est-ce que vous observez ?» Ce qui permet de situer dans le panorama les grands lieux du champ de bataille de Verdun, comme le fort de Douaumont. Deuxième séquence, je vais passer la diapositive, voilà, redécouvrir. Et là, on voit le champ de bataille tel qu'il était, eh bien, au cœur de la bataille. On est plutôt à l'automne, vers la fin, mais dans des journées importantes. Nous sommes le 23 octobre 1916, la veille de la reprise du fort de Douaumont. Encore une fois, avec les impacts, l'idée de montrer ce terrain qui était complètement retourné, qui était devenu lunaire, et puis de le montrer après la guerre, ce grand champ de mort, avec la construction, parce qu'on est en vis-à-vis de ce monument-là, du monument emblématique de la mort de masse de la Première Guerre mondiale, qui est le Sueur de Douaumont. Et en fait, dans cette troisième séquence, nous redescendons, on fait redescendre le visiteur au niveau du sol pour se poser et pouvoir découvrir cet ossuaire de Douaumont qui était en construction encore en septembre 1927. Donc voilà, l'idée, c'est qu'avant que le visiteur nous quitte le mémorial de Verdun, avant de se projeter sur le champ de bataille de Verdun, qu'il ait en tête, finalement, ces différentes étapes, cette évolution du paysage. Et la dernière remarque que je fais, je laisse la parole tout de suite après à Janaïne, c'est qu'on ne voulait pas donner beaucoup d'informations supplémentaires puisque ce dispositif se trouve en fin de visite, une visite qui dure de l'ordre de 2 heures, une visite qui est très forte en termes d'enseignement, qui est très forte en termes d'émotion. L'idée, c'était, avant que le visiteur nous quitte, eh bien, avant de se projeter sur le champ de bataille, d'imaginer quelle évolution notoire a connu le champ de bataille. Voilà. Je vais laisser la parole à Janaïne directement derrière. On a eu le plaisir de la rencontrer, Janaïne, et donc d'observer ce travail. Vous avez demandé des premiers comptes rendus avec Jonathan, et donc je te laisse la parole, je ne vais pas être trop long. Merci beaucoup, Nicolas. Ça permet déjà de bien poser les choix éditoriaux qui ont été faits et comment cette expérience s'intègre en fait dans un parcours de visite global. Alors, Jaline, pourquoi avoir fait appel à toi? Donc, tu es ingénieur de recherche et aussi tu as une agence qui s'appelle JICA qui accompagne en fait pas mal de mémoriaux et de musées dans leur réflexion autour des expériences immersives et médiation mémorielle. Donc, pourquoi es-tu intervenu et quelle a été en fait la recherche que tu as mis en place et si tu peux nous en partager un petit peu les résultats. Avec plaisir. Merci Antoine, merci Nicolas. Effectivement, je travaille sur ces questions mémoire et immersion et j'avais envie d'aller plus loin. C'est pour ça que j'ai vraiment orienté la thèse sur la question des médiations mémorielles et la question de la place en fait de l'immersion et de l'expérience immersive. Donc, j'ai choisi de travailler sur la Première Guerre mondiale parce qu'on avait un recul historique et je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir observer ce qui s'était passé entre la guerre et aujourd'hui, essayer d'avoir une approche à la fois une perspective diachronique et d'essayer de comprendre qu'est-ce qui est resté et qu'est-ce qui a changé avec tous ces dispositifs de réalité virtuelle. Et puis Verdun, c'est le site emblématique par excellence de la Première Guerre mondiale. Donc, c'était un passage obligé et ça a été une très belle rencontre. Et merci encore, Nicolas. La première chose sur laquelle je voulais faire un tout petit point, c'est qu'en fait, l'immersion, alors moi je viens des sciences de l'information et de la communication, l'immersion, on se rend compte qu'en fait c'est une technique de communication qui existe depuis extrêmement longtemps. Je vous invite à lire les travaux d'Oliver Gros, par exemple, qui travaille sur les espaces d'image immersive. Et pour lui, très clairement, déjà dès la préhistoire, avec les grottes ornées, on était déjà dans une forme d'immersion, une immersion qui permet la transmission d'une mémoire, d'un imaginaire. Au niveau de la Première Guerre mondiale, déjà avant même la fin de la guerre, en fait, on allait sur le champ de bataille. Les familles, les anciens combattants avaient besoin d'aller sur le champ de bataille, s'immerger pour mieux comprendre en fait, les conditions dans lesquelles avaient disparu leurs proches, par exemple. Et ce tourisme, il s'est vraiment institutionnalisé juste après la guerre. Il y a eu une économie touristique autour de ce qu'on appelle le tourisme de champ de bataille ou le tourisme patriotique. Donc là, je vous ai proposé quelques images sur la présentation, la compagnie de chemin de fer du Nord, par exemple. Il y a eu aussi des expositions, on peut passer à la suivante, expositions immersives avec des dioramas et des panoramas. Juste la différence, c'est que le diorama, on ne rentre pas dedans, même si c'est une reconstitution. Mais il y avait déjà cette volonté voilà, d'immerger les gens dans la guerre. Là, l'objectif de cette exposition,
exposition, très spécifiquement, c'est de récolter des fonds, c'est de travailler aussi sur l'image, de soutenir le récit national. Troisième exemple de dispositif immersif au moment de la guerre, c'est des images stéréoscopiques. Il y en a un fonds assez important, il y a environ 20 000 images dans les fonds de l'ECPAD, donc qui gère les collections du ministère des Armées. Et donc, je pense que stéréoscope, ça vous parle, hein, c'est ces images qui sont légèrement décalées, qui donnent cette impression de relief. Donc, il y avait déjà cette volonté-là très, très forte d'immerger en fait les publics dans le champ de bataille, dans l'expérience des combattants. Au niveau de Verdun, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, vraiment la première chose, c'est qu'effectivement, il se situe à la fin du parcours. Et c'est un parcours, en fait, où on va progressivement prendre de la hauteur sur le champ de bataille, physiquement, mais aussi finalement intellectuellement. Et je trouve ça assez intéressant, c'est vraiment dans cette continuité. Ce point de vue en hauteur, c'est quelque chose qu'on ne retrouve que très très peu dans les expériences immersives, et ce qui fait aussi vraiment la spécificité de cette expérience, et qui est aussi un vrai trait d'union entre les deux, entre le mémorial, entre la visite du site, une espèce de basculement de l'histoire à la mémoire dans l'expérience, et aussi du coup après on va passer du mémorial au site, on va s'immerger dans l'expérience des combattants et voir de nos yeux les vestiges et les traces des obus, on va aller visiter les forts. Voilà, c'est une expérience assez marquante. Je ne sais pas si vous connaissez Verdun, mais si ce n'est pas le cas, il faut y aller. Donc ça, c'était assez intéressant. Et finalement, ces espaces, notamment celui-ci, opèrent une forme de substitution à la difficulté de lire ces vestiges, et aussi on substitue l'expérience des immersants à l'expérience des combattants. Et c'est ça qui est assez intéressant, je trouve, dans ces dispositifs. On pourrait y revenir, hein. Je ne vais pas détailler. Puis, il y a tout un processus de transfert qui se met en place, de transfert de mémoire, transfert de valeurs, de sentiments, d'identité qui passent dans les dispositifs et qui ensuite passent au niveau des publics. Voilà. Et juste pour ouvrir un tout petit peu la réflexion, il y a un rapport très français sur la question de la médiation immersive et la mémoire de la Grande Guerre, qui n'est pas du tout le même dans les pays anglo-saxons notamment. Donc là, je vous ai mis deux exemples, trois, pardon, anglais et irlandais, anglais, pardon, et américain. La médiation immersive, elle arrivait très très tôt aussi en Angleterre, pour une raison très simple. Les familles étaient loin du champ de bataille, elles avaient besoin de se projeter. Et donc on avait des espaces qui avaient une double fonction, à la fois mémoriale, à la fois muséale, mais qui permettaient aux familles de se projeter. Et on retrouve ça tout au long de l'histoire, mais avec une dimension narrative qui est beaucoup plus forte, et parfois une dimension aussi spectaculaire. Ici, c'est Ghost of Thiepval, qu'on retrouve d'ailleurs en ligne sur YouTube. On peut voir l'expérience 360, c'est pas la même chose que sous casque, mais c'est intéressant. Ici, là, on est vraiment dans le récit du premier jour de la bataille de la Somme, vraiment bataille très importante pour les Alliés. Et il y a vraiment un récit qui est reconstitué à partir de témoignages réels. On entend les voix des témoins, et c'est assez intéressant de voir comment on retrouve, comment on suit en fait ce parcours petit à petit de l'arrière du front jusqu'à la tranchée, et on rentre en pleine bataille sans tomber dans le côté spectaculaire horreur. L'autre expérience qui est aussi assez intéressante, je n'ai trouvé qu'une seule expérience comme ça sur la mémoire de la Première Guerre, c'est Empire Soldiers. Là, c'est un studio privé, MBD, Métro Boulot Dodo, qui a travaillé avec l'historien Karl Arthur, qui est aussi chanteur de reggae, assez connu sur la scène londonienne et internationale. Et donc, cette expérience s'inspire de ses recherches. Il a écrit déjà un album avant ça, et là, il a écrit une partie du scénario. Il a abondé l'expérience avec ses propres recherches, les images d'archives, etc. Et c'est une expérience qui a été présentée dans des musées, mais aussi dans des festivals, dans des cinémas, dans des théâtres, avec un public extrêmement large, et surtout une dimension assez militante et engagée. C'est ça qui est intéressant, c'est que vraiment, il essaye de mettre en relation ce qui s'est passé avant et ce qui se passe aujourd'hui, en s'appuyant sur des chiffres, des statistiques, voilà, et en questionnant beaucoup les publics. Et la dernière, c'est War Remain, qui est une expérience américaine. Donc là, on est vraiment dans le spectaculaire. C'est Dan Gerling, un très grand podcasteur américain, dit parfois le professeur de l'Amérique, très intéressé par les questions de guerre, de conflit, de stratégie militaire.
Donc il y a cette dimension-là qui est très forte, mais ce qui est intéressant, c'est qu'autour, on a toute une plateforme qui entoure l'expérience virtuelle. Donc on sent les vibrations dans les murs, on a des ventilateurs qui reproduisent le souffle des obus, et donc il y a tout un parcours où on va rentrer sur le front, on va descendre sur le front, on va remonter, on va reprendre de la hauteur, et c'est aussi une façon de reprendre de la hauteur au niveau de la réflexion qu'on va porter sur cette mémoire d'hier à aujourd'hui et jusqu'à demain. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là. Merci beaucoup, Janaïne. Donc, voilà, ça montre aussi, ça met en perspective, en fait, finalement, les choix éditoriaux qui ont été réalisés par le Mémorial de Verdun par rapport à d'autres expériences qui sont proposées, où l'immersion, en fait, est plus ou moins forte et travaillée, en fait, sous différents angles. Comment vous êtes emparé de ces résultats, Nicolas? Est-ce que l'idée, c'est d'améliorer le parcours, d'éventuellement, en fait, le travailler différemment? Oui, enfin, Ou de le renforcer en fait dans ces différentes dimensions? oui, en fait, le dispositif, vraiment, à la fin, c'était vraiment de faire cette passerelle entre le musée, en fait, hein, dans lequel il y a beaucoup de dispositifs déjà, dispositifs numériques, audiovisuels, qui n'excluent absolument pas, on en parlait tout à l'heure, la médiation humaine qui reste au cœur, en fait, hein, de la médiation du champ de bataille de Verdun. C'est-à-dire la médiation humaine reste au cœur, hein, les outils numériques audiovisuels complètent, en fait. Le dispositif en fait de réalité virtuelle donc qu'on a mis en place, c'était vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, après avoir quitté cette vie très éprouvante, voilà, de regarder ce paysage-là, de permettre de le questionner, et le dispositif nous permet de donner des éléments de réponse, hein, quant à son interprétation. Et ce qui nous a surpris par rapport à ce dispositif qui fonctionne bien, on a de l'ordre de plus de 200 000 utilisations depuis sa mise en service en 2021. Et ce qui nous avait surpris, c'est que beaucoup de visiteurs pensaient que ça allait être un public plutôt jeune qui allait se saisir de ce dispositif. Et en fait, c'est tous les âges. Donc, c'est assez intéressant en fait de constater ça, c'est qu'il y a quand même une curiosité, un intérêt quand même de toutes les classes d'âge, on a envie de dire, pour ce genre de dispositif. Et le fait d'avoir un écran en fait la personne qui porte le casque, qui le voit en direct et reporté sur un écran plat, bah, ça permet quand même un partage avec les gens qui sont autour. Donc ça paraît quand même, le partage est très important, hein, sur le champ de bataille de Verdun, faire en sorte que les gens partagent leur expérience, leur ressenti, hein, ce que disait Janaïne, on apprend mais on ressent beaucoup finalement en venant sur le champ de bataille de Verdun, et ce dispositif concourt à ça. C'est vraiment, on n'apporte pas d'informations supplémentaires, mais on remet, on a envie de dire avant de partir, un élément d'interprétation et d'émotion, on a envie de dire, pour pouvoir comprendre ce qu'on a vécu là en 1916. Merci beaucoup. Voilà, donc ça permet déjà effectivement d'apporter quelques éléments de réponse par rapport aux différentes questions qui sont posées Oui, on voit. dans le chat, notamment sur les usages, sur les coûts de ces dispositifs, et en fait toutes les évaluations que vous avez menées en fait contribuent à ces réflexions, et sont extrêmement riches en fait dans les apports que peuvent apporter ce type de médiation en fait dans leur intégration à un parcours de vie global, et peut-être dans des usages, des pratiques en fait des publics, et pour le coup aussi ça permet de peut-être euh, donc effacer quelques idées reçues, notamment sur le fait que le numérique pourrait être attractif par lui-même et générer en fait des visites. Il est bien en complément, il est bien pour augmenter le parcours de visite. Et donc tout ça, on va pouvoir en reparler plus amplement. Énormément de questions sur l'accessibilité, sur les budgets, sur les modes d'exploitation, sur la façon en fait de gérer tout ça. Donc ce qu'on vous propose, c'est de passer tout de suite en petits groupes pour pouvoir répondre aux questions directement de l'audience, et donc de vous répartir dans les différentes salles qui vont vous être proposées, qui vont permettre en fait comme ça de pouvoir vous adresser plus directement à nos différents intervenants et intervenantes. En tout cas, un grand merci pour vos interventions passionnantes, et à tout de suite en petite salle.